Bien trouvé, frères d'armes. Bienvenue sur Stratégos Histoire, la chaîne où nous explorons la vie des stratèges qui ont façonné l'histoire. Aujourd'hui, nous allons découvrir Dwight D. Eisenhower, commandant suprême des forces alliées pendant la Seconde Guerre mondiale et l'architecte du débarquement de Normandie. Son leadership fut essentiel pour libérer l'Europe du joug nazi, et il devint par la suite président des États-Unis. Avant de lancer cette grande campagne, renforcez nos rangs en laissant un like et en vous abonnant à Stratégos. Grâce à votre soutien, nous continuerons à analyser les grands chefs militaires qui ont changé le destin du monde. Préparez vos stratégies, l'histoire commence. Première partie, enfance, éducation et premiers pas militaires. Dwight David Eisenhower naquit le 14 octobre 1890 à Denison, Texas, dans une petite maison près des voies ferrées. Ses parents, David et Ida Eisenhower, étaient des travailleurs acharnés et profondément religieux, membres de l'église ménonite. Leur foyer était modeste, mais imprégné de valeurs telles que la discipline, le travail acharné et la foi. La famille Eisenhower déménagea peu après à Abilene, Kansas, où Dwight passa la majeure partie de son enfance. Il était le troisième d'une fratrie de 7 enfants, et la vie à Abilene n'était pas facile. Le travail agricole et les tâches domestiques faisaient partie du quotidien, lui inculquant une éthique du travail qui allait devenir une caractéristique essentielle de sa vie. Cependant, tout ne tournait pas autour du travail. Ike, comme on le surnomma rapidement, aimait jouer au baseball et au football américain avec ses frères et les enfants du quartier. Son esprit compétitif et sa curiosité naturelle lui permirent de se démarquer aussi bien dans les études que dans le sport. En 1911, Eisenhower reçut une opportunité qui allait changer sa vie à jamais. Il fut accepté à l'Académie militaire de West Point. Bien que sa motivation initiale fût d'obtenir une éducation gratuite, il trouva rapidement un but plus profond dans la vie militaire. À West Point, Ike fut confronté à une discipline stricte et à un environnement hautement compétitif. Bien qu'il eût du mal au début avec la rigidité du système, il s'adapta rapidement et se distingua dans le football américain. Cependant, une blessure au genou mit fin à ses aspirations sportives, l'obligeant à se concentrer pleinement sur ses études militaires. Eisenhower ne fut pas le meilleur étudiant de sa promotion, mais son charisme et sa capacité à travailler en équipe lui valurent le respect de ses camarades. Il fut diplômé en 1915 dans ce qui allait être surnommé la promotion des étoiles, car de nombreux élèves de cette classe atteindraient des grades élevés dans l'armée. Après sa sortie de West Point, Eisenhower fut nommé sous-lieutenant dans l'armée américaine. Son premier poste fut à Fort Sam Houston, au Texas, où il rencontra Mamie Dood, une jeune femme issue d'une riche famille de Denver. Leur romance fut rapide et passionnée, et ils se marièrent en 1916. Lorsque les États-Unis entrèrent dans la Première Guerre mondiale en 1917, Eisenhower espérait être envoyé sur le front européen. Cependant, en raison de son expertise en entraînement et en logistique, il fut affecté au camp d'instruction sur le sol américain, où il démontra ses talents d'organisateur et de leader. Pendant la guerre, il fut chargé de superviser l'entraînement des unités de chars à Camp Colt, en Pennsylvanie. Bien qu'il ne participa jamais au combat, son succès dans cette mission lui permit d'obtenir des promotions rapides et la reconnaissance de ses supérieurs. C'est durant ces années formatrices qu'Eisenhower apprit une leçon essentielle. Une guerre ne se gagne pas seulement sur le champ de bataille, mais aussi grâce à la préparation et à la gestion des ressources. Bien qu'il fût frustré de ne pas avoir combattu en Europe, cette période fut cruciale pour son développement en tant que stratège militaire. Lorsque la Première Guerre mondiale prit fin en 1918, Dwight D. Eisenhower n'était ni un héros de guerre ni un commandant célèbre. Cependant, il avait prouvé qu'il était un leader efficace, ingénieux et pleinement engagé dans sa carrière militaire. Avec une jeune famille et un avenir prometteur dans l'armée, Ike se trouvait au seuil d'une vie qui allait l'amener à affronter des défis bien plus grands. Les années suivantes seraient rythmées par des affectations fréquentes, des missions clés et des apprentissages déterminants pour son destin. Deuxième partie. Ascension dans la hiérarchie militaire.
Lorsque la Première Guerre mondiale prit fin en 1918, Dwight D. Eisenhower dut faire face à une réalité décevante. Il n'avait pas participé au combat, et à une époque où les héros de guerre étaient récompensés par des promotions rapides, sa carrière semblait vouée à des postes administratifs. Cependant, Eisenhower considéra chaque affectation comme une opportunité d'apprentissage. Dès 1920, il occupa divers postes administratifs et de formation au sein de l'armée, perfectionnant ses compétences en organisation et en planification. Durant ces années, il commença à bâtir une solide réputation d'officier extrêmement efficace et fiable. En 1922, il fut affecté à la zone du canal de Panama, où il travailla sous les ordres du général Fox Conner, une figure clé dans son développement professionnel. Conner le prit sous son aile et lui enseigna les subtilités de la stratégie militaire et de la diplomatie. Fox Conner fut bien plus qu'un supérieur pour Eisenhower. Il fut un véritable mentor qui le prépara aux défis à venir. Grâce à lui, Ike étudia en profondeur les campagnes de Napoléon ainsi que les erreurs stratégiques de la Première Guerre mondiale, des connaissances qu'il mettrait à profit des décennies plus tard sur le théâtre européen. En 1928, Eisenhower fut envoyé en France pour travailler sur la recherche historique de l'armée. Bien que cette mission pût sembler peu enthousiasmante, elle lui permit d'approfondir sa compréhension de la logistique et des mouvements militaires à grande échelle. À son retour, il fut admis à la prestigieuse école de commandement et d'état-major de Fort Leavenworth. Eisenhower y excella sur le plan académique, obtenant son diplôme en 1926 en tant que major de promotion. Ce succès marqua un tournant. Il passa du statut d'officier ordinaire à celui de stratège reconnu. Ses compétences ne passèrent pas inaperçues. Dans les années suivantes, il occupa divers postes de planification stratégique, notamment à Washington, D.C., où ses supérieurs furent impressionnés par sa capacité à résoudre des problèmes complexes. En 1933, Eisenhower fut affecté comme assistant du général Douglas MacArthur, alors chef d'état-major de l'armée. Bien que sa relation avec MacArthur fût tendue et conflictuelle, cette affectation lui permit de travailler sur des projets essentiels à la modernisation de l'armée. Sa mission suivante fut encore plus déterminante. En 1935, il fut envoyé aux Philippines en tant que conseiller militaire de MacArthur, désormais chargé de la formation de l'armée philippine. Malgré ses fréquents désaccords avec son supérieur, Eisenhower fit à nouveau preuve de son talent pour organiser et entraîner des forces militaires dans des conditions difficiles. En 1939, alors que la guerre en Europe devenait de plus en plus imminente, Eisenhower retourna aux États-Unis. Le monde était en train de changer et avec lui, sa carrière. L'expérience accumulée durant 2 décennies, combinée à sa réputation de brillant organisateur, fit de lui un candidat idéal pour des postes clés au sein de l'armée. Alors que les armées européennes se préparaient à la guerre, Eisenhower fut affecté à des postes de planification stratégique à Washington, D.C. Là, il commença à travailler sous la direction de figures militaires influentes, notamment George C. Marshall, qui allait bientôt devenir chef d'état-major de l'armée. Eisenhower devint l'un des principaux responsables de l'élaboration des plans de défense des États-Unis. Son approche méthodique et sa capacité à diriger des équipes complexes le firent rapidement sortir du lot. Avec l'entrée des États-Unis dans la Seconde Guerre mondiale, après l'attaque de Pearl Harbor en 1941, son destin était tracé. Lorsque la Seconde Guerre mondiale éclata, Dwight D. Eisenhower n'était pas encore un nom connu. Cependant, sa carrière militaire de plus de 20 ans l'avait préparé à assumer l'un des rôles les plus cruciaux de l'histoire militaire. Depuis les postes administratifs jusqu'aux opérations stratégiques complexes, sa trajectoire fut marquée par la discipline, la patience et une quête constante d'excellence. Très bientôt, ses compétences seraient mises à l'épreuve dans l'un des théâtres de guerre les plus exigeants de l'histoire moderne, le front européen. Troisième partie. Seconde Guerre mondiale. 1941 fut une année décisive. Les États-Unis entrèrent en guerre après l'attaque japonaise de Pearl Harbor. Le général George C. Marshall, chef d'état-major de l'armée, recherchait des leaders compétents et Eisenhower figurait sur son radar grâce à son talent d'organisateur et à ses excellentes évaluations passées.
En juin 1942, Eisenhower reçut un appel qui allait changer sa vie. Il fut nommé commandant des forces américaines en Europe. Sa première mission était colossale. Planifier et exécuter l'invasion de l'Afrique du Nord, connue sous le nom d'opération Torche. Avec seulement quelques mois pour préparer l'opération, Eisenhower coordonna les Britanniques et les Américains, faisant face à des problèmes logistiques et à des tensions politiques entre les Alliés. Le 8 novembre 1942, les troupes alliées débarquèrent au Maroc et en Algérie, parvenant à sécuriser le territoire après de violents combats. Le succès de l'opération Torche établit la réputation d'Eisenhower en tant que stratège compétent et négociateur habile entre des alliés aux intérêts souvent divergents. Après la victoire en Afrique du Nord, Eisenhower porta son attention sur l'Europe. L'objectif suivant était l'Italie, surnommée « le ventre mou » de l'Axe par Winston Churchill. En juillet 1943, sous la direction d'Eisenhower, les Alliés lancèrent l'invasion de la Sicile dans le cadre de l'opération Husky. Les troupes britanniques et américaines progressèrent avec succès, ce qui entraîna l'effondrement du régime fasciste de Benito Mussolini. Bien que l'Italie ait signé un armistice, les Allemands réagirent par une occupation militaire brutale. La campagne d'Italie se transforma alors en une série d'affrontements sanglants, avec de violents combats à Monte Cassino et à Anzio. Une fois de plus, Eisenhower fit preuve de son talent pour maintenir la coopération entre les Alliés sous une pression intense. Le 24 décembre 1943, Eisenhower reçut l'une des plus grandes missions de la guerre. Il fut nommé commandant suprême des forces alliées en Europe. Il était désormais le principal responsable de l'invasion de la France et de la libération de l'Europe du joug nazi. Alors qu'Eisenhower se préparait à ce qui allait devenir la plus grande opération amphibie de l'histoire, il dut relever d'immenses défis, coordonner des millions de soldats, gérer des personnalités complexes comme Montgomery et Patton, et faire face à la pression des dirigeants politiques alliés. À l'aube du 6 juin 1944, la guerre atteignit un tournant décisif. Après des mois de planification méticuleuse, Eisenhower lança l'opération Overlord, le débarquement allié en Normandie. Plus de 156 000 soldats alliés traversèrent la Manche sous une tempête impitoyable. Les plages d'Omaha, Utah, Juneau, Gold et Sword devinrent le théâtre de combats acharnés. La victoire en Normandie coûta des milliers de vies, mais elle assura un point d'ancrage crucial en Europe. Dans l'un des moments les plus tendus de sa vie, Eisenhower avait préparé un discours en cas d'échec de l'opération, assumant l'entière responsabilité. Cependant, l'opération fut un succès et marqua le début de la fin pour l'Allemagne nazie. Dans les mois suivants, les forces alliées avancèrent à travers la France, libérant Paris en août 1944. Eisenhower démontra sa maîtrise de la stratégie et de la logistique, parvenant à maintenir l'unité des armées alliées malgré les tensions internes constantes. En décembre 1944, Hitler lança sa dernière offensive, la bataille des Ardennes. Malgré un hiver rigoureux et des pertes considérables, Eisenhower dirigea une contre-offensive qui brisa les lignes allemandes. Finalement, le 8 mai 1945, l'Allemagne capitula sans condition. La guerre en Europe était terminée, et une grande partie du mérite revint au leadership ferme et résolu d'Eisenhower. À la fin de la guerre, Dwight D. Eisenhower devint un héros mondial. Son commandement lors de l'une des campagnes militaires les plus complexes de l'histoire fit de lui une figure légendaire. Quatrième partie. L'après-guerre et la présidence. Le 8 mai 1945, l'Europe célébra la victoire sur l'Allemagne nazie. Pour Eisenhower, la guerre était terminée, mais son travail ne faisait que commencer. De retour aux États-Unis, il fut accueilli comme un véritable héros national. Défilés, foules enthousiastes et discours de reconnaissance marquèrent son arrivée. Pourtant, loin de rechercher la gloire personnelle, Eisenhower conservait une approche pragmatique. En novembre 1945, il fut nommé chef d'état-major de l'armée des États-Unis. Son expérience en gestion stratégique et sa capacité à travailler avec différents alliés furent essentielles pour réorganiser les forces armées dans cette nouvelle ère d'après-guerre. Toutefois, Eisenhower n'était pas seulement un soldat.
Son charisme, son intelligence et ses talents de leadership allaient rapidement l'amener vers un tout autre domaine, le monde académique. En 1948, Dwight D. Eisenhower devint président de l'Université Columbia. Sans expérience académique préalable, sa mission principale fut de réorganiser l'institution, de renforcer sa structure et de redéfinir sa vision éducative. Cependant, sa véritable préoccupation demeurait la sécurité mondiale. Pendant son mandat à Columbia, le monde sombrait dans la guerre froide. Les États-Unis et l'Union soviétique s'affrontaient dans une lutte acharnée pour l'influence idéologique à l'échelle mondiale. En 1950, avec le début de la guerre de Corée et la montée de la menace soviétique, Eisenhower fut de nouveau rappelé au service public. En 1951, il fut nommé commandant suprême des forces alliées en Europe et premier commandant suprême de l'OTAN. Dans son nouveau rôle, Eisenhower consolida les alliances militaires en Europe occidentale, établissant la structure défensive qui allait façonner la stratégie militaire de l'Occident pour les décennies à venir. Alors que son nom était de plus en plus cité dans les cercles politiques, les démocrates et les républicains cherchèrent à le recruter pour l'élection présidentielle. Initialement réticent à entrer en politique, Eisenhower finit par accepter l'investiture républicaine en 1952, convaincu qu'il était de son devoir de servir son pays une fois de plus. La campagne présidentielle de 1952 fut l'une des plus marquantes de l'histoire américaine. Son slogan « I like Ike » résonna dans tout le pays. Eisenhower remporta l'élection avec une victoire écrasante, battant le candidat démocrate Adlai Stevenson. Le 20 janvier 1953, il prêta serment en tant que président des États-Unis, alors que les tensions mondiales et les défis internes étaient à leur paroxysme. Son mandat fut marqué par la complexité de la guerre froide. Il chercha à maintenir un équilibre entre la lutte contre l'expansion soviétique et l'évitement d'une guerre ouverte. Il mit en place la doctrine Eisenhower, offrant un soutien militaire aux pays menacés par l'influence communiste. Sur le plan intérieur, il lança l'un des projets d'infrastructure les plus ambitieux de l'histoire des États-Unis, le système des autoroutes inter-États. Inspiré par l'efficacité des routes allemandes observées durant la guerre, Eisenhower transforma la mobilité et l'économie du pays. De plus, il encouragea les avancées dans la course à l'espace, prépara le pays à l'ère atomique et renforça les alliances mondiales comme l'OTAN. Cependant, il dut également faire face à des défis majeurs, tels que la crise des missiles à Taïwan et le coup d'État en Iran orchestré par la CIA. Sur le plan national, Eisenhower dut affronter une Amérique profondément divisée par le mouvement des droits civiques. Bien que personnellement réservé sur les questions raciales, son gouvernement envoya des troupes fédérales pour imposer l'intégration scolaire à Little Rock, en Arkansas. En 1956, Eisenhower fut réélu avec une victoire encore plus éclatante que lors de sa première campagne. Cependant, sa santé se détériora, et il fit face à plusieurs problèmes cardiaques durant son second mandat. Lorsque Eisenhower quitta la présidence en 1961, le monde avait profondément changé. Tout au long de sa vie, il avait combattu sur les champs de bataille et dans l'arène politique, guidant son pays à travers la guerre et la paix. Dans son discours d'adieu, il mit en garde contre le complexe militaro-industriel, alertant la nation sur les dangers d'un pouvoir militaire excessif et incontrôlé. Dwight D. Eisenhower, le général devenu président, laissa un héritage de leadership, de responsabilité et de service, inspirant encore les générations futures. 5e partie. Retraite et mort. Le 20 janvier 1961, Dwight D. Eisenhower quitta la Maison-Blanche après 8 années au pouvoir. Son successeur, John F. Kennedy, représentait une nouvelle génération de dirigeants, jeunes et dynamiques. Mais avant de partir, Eisenhower laissa un avertissement qui allait résonner à travers les décennies. Dans son discours d'adieu, prononcé le 17 janvier 1961, Eisenhower mit en garde la nation contre les dangers du complexe militaro-industriel. Il avait été témoin de l'énorme pouvoir accumulé par l'industrie de l'armement durant la Seconde Guerre mondiale et la guerre froide, et il craignait que cette influence ne menace la démocratie américaine. Après avoir quitté la présidence,
Eisenhower et son épouse Mamie se retirèrent dans leur ferme de Gettysburg, en Pennsylvanie, une propriété historique située près des champs de bataille de la guerre de sécession. Bien qu'officiellement à la retraite, Eisenhower resta une figure publique très respectée. Il rédigea ses mémoires, intitulées « Mandate for Change et Waging Peace », où il relata ses années à la Maison-Blanche, révélant les défis complexes de la guerre froide et les décisions les plus difficiles de sa carrière. Eisenhower continua également de jouer un rôle clé dans certains événements politiques. Son avis fut sollicité par des présidents comme Kennedy, Lyndon B. Johnson et Richard Nixon. Il était souvent perçu comme le sage de la politique américaine. L'un des moments les plus marquants de cette période eut lieu en 1963, lorsque Eisenhower se rendit au Capitole pour rendre hommage à son ancien compagnon de guerre et allié politique, John F. Kennedy, après son assassinat à Dallas. Alors que le pays était en deuil, sa présence représentait un symbole de continuité et de stabilité. Malgré ses problèmes de santé, Eisenhower poursuivit le travail sur ses mémoires, toujours attaché à l'histoire et à la place qu'il y occupait. Sa vie quotidienne à Gettysburg était paisible, rythmée par des promenades à la ferme et des moments en famille. Avec les années, sa santé se dégrada. Il subit plusieurs crises cardiaques et fut hospitalisé à plusieurs reprises. Finalement, le 28 mars 1969, Dwight D. Eisenhower s'éteignit à l'âge de 78 ans à l'hôpital Walter Reed, entouré de sa famille. Lors de ses funérailles, célébrées avec les honneurs d'État, des dirigeants du monde entier et des citoyens ordinaires se réunirent pour rendre hommage à un homme qui avait guidé son pays en temps de guerre comme en temps de paix. Il fut enterré dans sa ville natale d'Abilene, au Kansas, aux côtés de son jeune fils, Dowd Dwight, décédé en bas âge. Sur sa pierre tombale fut gravée une inscription simple mais puissante. Dwight D. Eisenhower, général des armées des États-Unis et président des États-Unis. L'héritage d'Eisenhower perdure dans l'histoire des États-Unis et du monde. Il fut un homme qui comprenait le pouvoir, mais aussi les dangers qu'il impliquait. Il mena les Alliés à la victoire durant la Seconde Guerre mondiale, assura la sécurité de l'Occident pendant la guerre froide et modernisa son pays grâce à des projets d'infrastructures qui façonnent encore aujourd'hui la vie américaine. Son avertissement concernant le complexe militaro-industriel reste un sujet central dans les débats sur la politique étrangère et les dépenses en défense. Son approche pragmatique et modérée le place parmi les dirigeants les plus respectés de l'histoire. Dwight D. Eisenhower fut bien plus qu'un général et un président. Il fut un homme d'État, un leader et un symbole de la capacité humaine à affronter les défis les plus redoutables avec détermination et espoir. Merci de nous avoir accompagnés dans ce voyage à travers la vie et l'héritage de Dwight D. Eisenhower. De ses origines modestes au Texas aux salles du pouvoir à Washington, son histoire est une leçon intemporelle de leadership, de courage et de service. Si vous avez apprécié cette série d'épisodes, n'oubliez pas de vous abonner, de partager et de nous laisser vos commentaires. À bientôt.